Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Yehuda Sharawi, nationaliste et féministe. On n'imagine guère en France que dès le début de ce siècle, il ait pu exister un féminisme militant dans ces régions du Proche-Orient qui cherchait à la fois à se libérer de l'emprise d'un empire ottoman moribond et d'une colonisation européenne aux visages multiples. Dès qu'il est question des femmes de ce que l'on a pris l'habitude d'appeler le monde arabe, les préjugés et les stéréotypes orientalistes s'accumulent. C'est à l'écart de ces clichés qu'il convient de comprendre ce que fut la trajectoire de Yehuda Sharawi, qui dirigea le mouvement féministe en Égypte de 1923 jusqu'à sa mort, en 1947. On ne saurait considérer Yehuda Sharawi comme un personnage marginal. Issue de l'une des très grandes familles d'Égypte, elle a toujours occupé une place privilégiée dans une société strictement hiérarchisée. Les deux ouvrages principaux consacrés à l'histoire récente de l'Égypte ne peuvent éviter de mentionner son nom. Mais ils ne le font qu'en passant, et non sans une pointe d'ironie condescendante. Sexisme oblige. En sous-estimant l'importance des débats sur la condition des femmes, ils échouent à rendre compte des conditions spécifiques du passage à la modernité politique dans le Moyen-Orient où cette question est nodale. Or c'est sous cet angle qu'il est le plus intéressant d'étudier Yehuda Sharawi, qui fut présente dans tous les événements et les débats essentiels de son temps, et eut une influence décisive, non seulement sur l'évolution du féminisme en Égypte, mais sur les prises de position des femmes dans cette région du monde. Yehuda Sharawi n'a été ni la première ni la seule à mener le combat en faveur des femmes du monde arabe. Grandes dames révolutionnaires comme le furent en leur temps George Sand ou Marie Daggoo, elle se différencie de celle-ci par un engagement obstiné, une volonté tenace de ne jamais séparer la cause des femmes de celle de la libération nationale, mais aussi par l'austérité ostentatoire de sa vie privée. Une enfance dans le harem. Ce que Yehuda Sharawi a livré de sa vie privée est connu par les mémoires qu'elle a dictées à son secrétaire, équivalent surtout par le récit qu'elle y fait de son enfance et des années de jeunesse qui précèdent son apparition sur la scène publique. Cette militante du nationalisme égyptien puis arabe ne savait pas suffisamment d'arabe pour écrire en cette langue, et c'est pour cela qu'elle dut avoir recours à un secrétaire. La langue qu'elle utilisait quotidiennement, comme la plupart des femmes des grandes familles égyptiennes de l'époque, était le français qu'une institutrice italienne lui avait enseigné en même temps que le piano. Elle avait certes dû apprendre le Coran par cœur, mais sans être autorisée à recevoir des cours de langue arabe. Elle raconte comment l'eunuque chargé de veiller sur elle avait interdit à sa préceptrice de Coran de lui enseigner la grammaire arabe. « Remportez votre livre, madame l'institutrice. La jeune dame n'a pas besoin de grammaire car elle ne deviendra pas juge. » Ce détail n'est pas anodin. Il met en évidence la complexité du nationalisme et par voie de conséquence du féminisme, dans beaucoup de pays colonisés économiquement, culturellement et politiquement. La revendication nationale s'y est développée dans les couches sociales les plus européanisées prêtes à affronter l'Europe, tout en important ses modèles. S'agissant des femmes, le problème était d'autant plus complexe que leur réclusion, y compris sous l'écran du voile, tellement contraire aux nouveaux modèles européens en vogue parmi les privilégiés d'Égypte, était justement le signe social de leur privilège. C'est dans cette tension que se développe le féminisme, dont les premiers avocats sont des hommes liés au mouvement nationaliste. Le plus célèbre d'entre eux est Kassim Amin, 1863-1908, dont le livre La libération des femmes, publié en 1899, provoqua de très vives controverses. Kassim Amin y appelle expressément à s'aligner sur le modèle des Occidentaux qui ont compris que traiter les femmes comme des égales éduquées et libres ne peut que les conduire au bonheur. Je ne crois pas exagérer de proclamer, conclut-il, que les femmes sont le fondement d'une édification solide de la civilisation moderne. Dans ce contexte, les quelques Européennes qui viennent en Égypte et qui se mêlent à la haute société sont bien accueillies. Qu'elles aient statut d'épouse de personnalités locales, telle Eugénie Lebrun, l'auteur du livre La Répudiée, dont le mari sera Premier ministre d'Égypte et qui servira de véritable mère de substitution à Yehuda Sharawi, ou bien qu'elle soit conférencière comme Marguerite Clément ou Mademoiselle à Couvreur, l'une des toutes premières femmes à avoir obtenu en France l'agrégation, elles introduisent de nouvelles idées et de nouvelles pratiques. Elles ouvrent des salons, et n'hésitent pas à se montrer à l'opéra.
Ces comportements sont perçus comme autant d'expressions de ce modernisme occidental qui donne la puissance économique et militaire, et qu'il s'agit d'imiter pour mieux le combattre. Mais en même temps il faut bien marquer des différences qui justifient la revendication d'une identité nationale, dans une continuité historique soigneusement recomposée. En Égypte comme ailleurs, ce sont les femmes qui seront les supports d'un imaginaire de la généalogie et de la tradition. Les femmes d'Égypte ont eu la chance de pouvoir invoquer le passé de l'Égypte ancienne, et de la condition privilégiée que les femmes semblent y avoir eue. Elles n'ont donc pas manqué de s'appuyer sur cette mémoire mythique pour exprimer leurs revendications. Mythique, cette mémoire l'était à plus d'un titre. Depuis le temps des pharaons, l'Égypte avait été hellénisée, soumise aux Romains, traversée par les invasions arabes, berbères, rattachée à l'Empire ottoman et gouvernée par des dirigeants appartenant aux différents peuples qui y vivaient. La mère de Eda Sharawi elle-même était une esclave circassienne. Quant au statut des femmes, il était essentiellement marqué par la position sociale. Les paysannes et les femmes du peuple étaient libres de leurs mouvements, et n'avaient pas le visage voilé. Les chanteuses, les danseuses, les femmes colporteurs qui allaient de maison en maison, jouissaient également d'une grande liberté. Eda Sharawi se souvient dans ses mémoires d'une poétesse itinérante qui de temps à autre venait séjourner dans sa maison, et qui n'était pas soumise aux mêmes limitations ni aux mêmes contraintes que les autres femmes. Madame Khadija m'impressionnait parce qu'elle avait l'habitude de s'asseoir avec les hommes, et de discuter avec eux de sujets littéraires et culturels. Dans le même temps je remarquais à quel point les femmes incultes tremblaient d'embarras et de crainte, lorsque cachées derrière une tenture, elles avaient à échanger quelques mots avec un homme. À observer Madame Khadija, j'ai acquis la conviction qu'en se cultivant les femmes pourraient devenir les égales des hommes, et peut-être même les surpasser. Cependant ces femmes étaient recluses dans leur statut inférieur tout comme les grandes dames l'étaient dans les harems. Le récit que Eda Sharawi fait de ses années de jeunesse doit être compris dans ce contexte. C'est l'histoire d'une femme d'exception tant par sa position sociale que par son extraordinaire détermination. La peinture qu'elle fait de son enfermement rend plus admirable son émancipation, mais elle ne nous dit à peu près rien de l'existence des paysannes ou des habitantes des quartiers populaires des villes d'Égypte. C'est à Minya, en Haute-Égypte que naquit, en 1879, la petite Nour al-Huda Sultan. Sa mère, tout juste adolescente, était la concubine d'un homme d'origine relativement modeste qui fit une carrière brillante, puisque de chef de village, il devint président de la Chambre des députés. L'alliance d'un Égyptien et d'une Circassienne était un signe de réussite sociale, puisqu'il favorisait l'accès à la cour dominée par les turco-circassiens. À l'intérieur du harem, les femmes turco-circassiennes, qu'elles aient été libres ou non, avaient préséance sur les égyptiennes. Eda a certainement bénéficié du fait d'être le fruit d'un métissage recherché. Cependant, dans ses mémoires elle ne dévoile ni le statut de sa mère ni le rôle joué par son père dans l'arrivée des Britanniques en Égypte. Son père, déjà bien âgé à sa naissance, mourut alors qu'elle n'avait que 5 ans. Elle passa son enfance dans la maison familiale du Caire en compagnie de son frère Oumar, de 2 ans son cadet. 2 femmes régnaient sur le harem et veillaient sur les enfants. La mère de Eda, Iqbal, et la coépouse de cette dernière. Un tuteur légal leur avait cependant été attribué. C'était Ali Sharawi, son cousin germain. Les stéréotypes orientalistes associés à la vie de harem le décrivent comme un lieu où des odalisques lascives attendent les visites de leurs seigneurs et maîtres, dans un mélange d'érotisme et de passivité. La réalité quotidienne en était tout autre. Cette institution introduite en Égypte avec la dynastie abbasside et renforcée par les Ottomans, alliait réclusion des grandes dames et intense activité économique. Économie domestique d'abord, puisque la maîtresse ou les maîtresses du harem devaient gérer toute une parentèle, à quoi s'ajoutait une population de serviteurs et d'esclaves des 2 sexes qui servaient d'intermédiaires entre le dehors et le dedans. Il fallait élever les enfants, veiller aux cuisines, à la bonne tenue des lieux. La gestion de certaines maisons importantes s'apparentait à celle d'hôtels ou de restaurants de bonne taille et de bon standing. Mais parce que la loi musulmane donnait aux femmes la pleine propriété de leurs biens, elles en assuraient également la gestion, et entreprirent d'en consacrer une partie, à l'instar des Coptes et des Juives, à des institutions charitables à travers lesquelles elles purent acquérir une véritable influence.
De l'intérieur des harems, les femmes participaient donc aussi à l'économie sociale et menaient une vie active où il fallait prévoir et organiser. Elles déployaient aussi une intense activité sociale, se rendant visite et accomplissant tous les rituels de condoléances, de félicitations, etc. Elles étaient donc parfaitement informées de ce qui se passait dans le monde et ont pu participer au mouvement d'européanisation. Comme en témoignent les photos, elles ont commencé à l'intérieur des maisons à s'habiller à l'européenne. Elles ont choisi des nurses anglaises ou des gouvernantes suisses ou italiennes pour leurs enfants, comme ce fut le cas pour la petite Euda. Cependant, certaines règles demeuraient intangibles. La hiérarchie à l'intérieur du harem était soumise à un protocole rigide. En dernière instance, les décisions revenaient toujours à la première épouse. Les usages concernant le mariage, destinés à assurer non pas le bonheur personnel, mais le maintien du patrimoine à l'intérieur de la famille, ne pouvaient pas non plus être transgressés. Ce mariage était généralement très précoce. Quand Euda eut 12 ans, elle dut se fiancer à son cousin. C'était la seule garantie pour que les biens dont elle avait hérité de son père ne quittent pas la famille. Elle était tout juste pubère et venait déjà de subir le choc de la séparation d'avec son frère et d'avec les amis de ce dernier, puisqu'il lui faudrait désormais se limiter à la compagnie des jeunes filles et des femmes. Elle accueillit par des sanglots l'annonce d'un mariage qui s'était décidé sans qu'on lui en ait parlé. Pour donner le consentement exigé par la loi musulmane, elle dut céder à un véritable chantage affectif. Comme elle hésitait, on l'accusa aussitôt de vouloir déshonorer le nom de son défunt père et détruire sa mère en train de pleurer dans son lit de malade et qui ne survivrait peut-être pas à son refus. Euda était d'autant plus perturbée par ses fiançailles que son cousin et tuteur qu'elle considérait, écrit-elle, comme un père ou comme un frère aîné, était déjà marié et père de 3 filles qui étaient toutes plus âgées qu'elle. Ali Sharawi ne s'était en outre jamais montré gentil envers elle, et il lui avait toujours préféré son frère. La polygamie ostentatoire commençait à être mise en question dans les classes privilégiées. La mère de Euda obtient du futur époux que le contrat de mariage stipule que le mariage demeurerait monogame. Cela signifiait qu'Ali Sharawi se sépare de sa première épouse. S'il prenait une autre femme alors qu'il était marié avec Euda, le mariage avec celle-ci serait automatiquement rompu. Ce mariage se conclut donc alors que Euda n'a que 13 ans. On ne sait s'il fut effectivement consommé, ni dans quelles conditions. La sexualité est un sujet tabou. Elle n'apparaît ni dans le récit que fait Euda de ses jeunes années, ni dans les revendications du mouvement qu'elle animera. Pourtant, les travaux récents de quelques anthropologues ont mis en évidence les violences subies par les petites filles et les très jeunes femmes d'Égypte, avec les rituels particulièrement douloureux de l'excision et de la défloration manuelle par laquelle le mari prend publiquement possession de son épouse et vérifie sa virginité. On peut cependant penser qu'aucune des deux parties du couple ne fut satisfaite de la situation, puisque Da continua à habiter la maison paternelle, et qu'Ali Sharawi reprit clandestinement sa relation avec sa première épouse qui devint enceinte. Dans le récit que Euda fait de son enfance, on trouve la plupart des thèmes qui alimenteront son combat pour les femmes: l'égalité des deux sexes, le droit à l'éducation, la condamnation du mariage précoce, la limitation de la polygamie. Grande dame et féministe. Forte du contrat de mariage, Euda put se séparer de son mari et acquérir un début d'autonomie. Elle reprit des cours de français avec une certaine Madame Richard, veuve d'un ingénieur français. Euda noua encore d'autres amitiés féminines, qui élargirent son horizon. Ses amis lui servaient de chaperon. Elle commença à fréquenter l'opéra, il est vrai dans des loges pour femmes où celle-ci pouvait voir tout en étant invisible. Elle fit des excursions en bateau sur le Nil. Elle eut de longs échanges avec Madame Rushdie, Eugénie Lebrun et fréquenta le salon que celle-ci venait d'ouvrir au Caire et où toutes sortes de sujets étaient débattus. Cette période d'autonomie et de maturation dura 7 ans. Mais les intérêts familiaux étaient toujours les mêmes. Seuls avaient changé les thèmes du chantage affectif. C'était maintenant son frère Oumar qui refusait de se marier tant qu'elle-même ne le ferait pas. Il n'y avait bien entendu qu'un seul époux possible, et Euda dut se remarier avec son cousin en 1900. Elle avait alors 21 ans, et mena dès lors l'existence d'une femme de son rang, soucieuse avant tout de ses 2 enfants, une fille et un garçon,
et de la réputation de son mari. Elle commence à voyager, d'abord avec sa mère avec qui elle va passer des vacances d'été en Turquie, puis avec son mari qui l'emmène en 1908 à Paris, pour la sortir de la dépression dans laquelle l'a plongée la mort d'Eugénie Lebrun survenue en 1908. Elle habite un hôtel près des Champs-Élysées, admire l'élégance des femmes qu'elle ne tarde pas à imiter, comme le montrent ses photos de l'époque. On y voit une belle jeune femme, avec un chapeau perché au sommet de son chignon et s'appuyant sur une ombrelle, dont on imagine qu'elle aime jouer. Dans sa maison du Caire, elle n'hésite pas à se faire photographier dans ses belles tenues parisiennes décolletées et enrubannées. Mais dès qu'en Égypte elle se retrouve en public, elle se revoile, comme elle le fera à chaque retour d'Europe où elle se rend désormais régulièrement, toujours accompagnée de sa mère tant que celle-ci vivra. Tout cela jusqu'au dévoilement ostentatoire de 1923. Elle est cependant déjà habitée par la volonté de transformer la condition des femmes. Il était du devoir des grandes dames de participer au financement et à la gestion des œuvres de charité. Euda se conforme à cette coutume, mais en orientant l'institution qu'elle contribue à fonder dans un sens déjà nationaliste, au-delà des divisions de communautés religieuses et de classes, et en la destinant aux femmes des milieux pauvres. Il s'agit d'un dispensaire auquel devrait être jointe une école, où seraient donnés des enseignements de puériculture et d'hygiène domestique. L'institution, parrainée par un groupe de dames de la haute société réunies au sein de la Mabara Mohammad Ali Al-Kabir, est financée par des dons, mais aussi par de superbes fêtes données dans les palais princiers. Elle eut un grand succès. Le petit dispensaire devint un grand hôpital à partir duquel se développa tout un réseau d'établissements de soins du même type. Quelques années après, en 1919, et en pleine agitation nationaliste, le même groupe de dames fonda dans un quartier populaire du Caire la Société de la Femme Nouvelle, destinée à la formation et à la prévention. Il s'agissait d'alphabétiser les jeunes filles pauvres, de leur enseigner l'hygiène et quelques notions générales. Elles pouvaient aussi se réunir dans des ateliers où elles fabriquaient des objets artisanaux dont elles pouvaient tirer quelques revenus. Euda Sharawi fut nommée présidente honoraire de cette fondation. La fonction de ces institutions était bien entendu sociale, mais elle était également politique. Leur dénomination le manifestait clairement. La première se mettait sous le patronage du souverain qui le premier avait clairement énoncé qu'il fallait emprunter à l'Occident les moyens de le combattre. La seconde prenait un nom français, jouant donc la France contre la puissance impérialiste britannique. Mais de plus, les femmes de l'élite qui les patronaient venaient de différentes régions du pays, de différentes communautés religieuses, et leurs pères, frères ou maris n'appartenaient pas aux mêmes formations partisanes. En Égypte, comme quelques années plus tard en Palestine, les femmes créaient le lien national en développant la solidarité et en dépassant les divisions communautaires, régionales ou partisanes, ce que les organisations masculines n'ont jamais réussi à effectuer de manière durable. Forte de son succès en matière de fondation philanthropique, Euda Sharawi s'attelle à la question du développement intellectuel des femmes des classes supérieures. Paradoxalement, l'accès à la culture et à l'éducation leur est plus difficile qu'aux femmes des classes moyennes, qui, moins soumises aux obligations de réclusion statutaire, commencent à fréquenter les quelques écoles de filles qui se créent, deviennent institutrices, et aspirent à entrer à l'université, ce qui ne commencera à se réaliser qu'en 1929, sous la pression de l'Union féministe égyptienne que fondera Euda Sharawi en 1923. Il s'agit d'ouvrir l'esprit des grandes dames aux idées européennes. Leur intérêt a déjà été éveillé par les discussions dans les salons, et par les conférences faites soit par des femmes éduquées des classes moyennes soit par des européennes. Pourquoi ne pas aller plus loin et créer une association ? Euda s'en ouvre à un certain nombre de princesses qui l'approuvent. Lors d'un séjour en France, à la veille de la Première Guerre mondiale, elle a assisté à un meeting de femmes pacifistes réclamant aussi le droit de vote. Elle en a été fortifiée dans ses convictions, mais est également persuadée qu'il lui faut suivre une voie proprement égyptienne. C'est ainsi que se crée en 1914 l'Association intellectuelle des Égyptiennes. Euda invite son amie Marguerite Clément, déjà connue comme conférencière auprès des femmes et qu'elle revoit lorsqu'elle se rend en France, à revenir en Égypte où elle avait séjourné à l'occasion d'une mission d'études, pour une nouvelle série de conférences. Les deux femmes ont correspondu, et se sont mises d'accord sur les thèmes et les idées.
Marguerite Clément va ainsi expliquer que l'on peut trouver dans l'islam la source des droits des femmes. Il s'agit bien sûr de répondre à tous ceux qui justifient l'absence d'autonomie des femmes par l'invocation de la loi islamique, et de se situer dans le débat jurisprudentiel propre aux terres d'islam. Aujourd'hui encore, ce débat n'est pas clos. Cette même idée est très régulièrement reprise par les féministes musulmanes, à commencer par Fatima Mernissi, avec, il est vrai, une connotation politique autre. On peut penser que cette relation entre islam et féminisme qui disparaîtra ultérieurement des prises de position de Huda Sha'rawi, correspond à une phase du nationalisme en Égypte qui est d'abord islamique, avant de prendre un tournant moderniste et donc supracommunautaire. Par ailleurs vivent en Égypte des femmes chrétiennes, coptes ou d'origine syrienne. Les plus favorisées d'entre elles ont pu bénéficier de l'enseignement des écoles religieuses et accéder plus librement à l'espace public. Les musulmanes ne doivent plus être en reste. Ces femmes des élites chrétiennes d'Égypte s'associeront très largement aux initiatives de Huda. L'historienne américaine Margot Badran émet à juste titre l'hypothèse que Marguerite Clément n'est ici que la porte-parole de Huda Sha'rawi à qui son statut interdit de prendre la parole en public. Lorsqu'elle transgressera cette règle, elle saura s'exprimer avec fermeté et détermination. Mais très curieusement, elle ne pourra s'y autoriser qu'après la mort de son mari. Une nationaliste égyptienne. Comme toute existence, la vie de Huda Sha'rawi a été scandée de deuil. La perte qui semble l'avoir la plus affectée est celle de son frère Oumar Sultan, survenue en 1917. Quand mon frère décéda, écrit-elle, mon intérêt pour la vie mourut avec lui. Nous avions partagé une grande intimité. Il avait été la joie de ma vie, quelqu'un avec qui communiquer et pour qui compter. En le perdant, je perdais un lien entre moi-même et le monde. Si je n'avais pas eu égard à mes enfants, je n'aurais pas survécu à la mort de mon frère. On reconnaît chez Huda Sha'rawi une structure des relations affectives propre à beaucoup de familles du pourtour méditerranéen et si bien analysée par Germaine Tillion dans son classique Le harem et les cousins. Le lien à la famille d'origine passe bien avant le lien conjugal, qui est économique et social bien plus qu'amoureux. Ali Sha'rawi a eu le très grand mérite d'associer son épouse à son combat politique. Celui-ci, dans le sillage de Saad Zaghloul, était devenu un personnage important. Il avait suivi une trajectoire analogue à celle de Saad Zaghloul, qui, d'abord proche des Britanniques qui occupent l'Égypte depuis 1892, va peu à peu prendre la tête de l'opposition nationaliste. Zaghloul devient donc le leader d'un nationalisme proprement égyptien dont les thèmes, comme on l'a déjà vu, sont empruntés à la modernité européenne. Organisation de partis politiques avec le développement d'un système électoral, appel à des débats publics, volonté d'établir une citoyenneté à l'intérieur d'un État séculier. Dans ce qui apparaîtra quelques années plus tard comme une rhétorique sans contenu, les femmes ont aussi leur place, celle de compagnes que l'on ne cache plus derrière les murs du harem mais que l'on montre publiquement, comme le fait Saad Zaghloul avec son épouse qui recevra le surnom de mère de la nation. C'est l'engagement nationaliste de son mari qui persuade Huda de ne pas se séparer de lui, alors que leur rapport semble être devenu de plus en plus difficile. Sous son vernis de modernisme, Ali Sha'rawi reste attaché aux usages matrimoniaux qui font fi des désirs individuels. Il impose à sa femme de marier sa nièce, Neila, la fille de son frère défunt qui n'a que 14 ans à son propre fils Hassan tout juste âgé de 20 ans et encore étudiant en Angleterre. La tension entre Huda, son mari, et le fils de ce dernier qui lui est très hostile est extrême. Elle écrit « Je me serais séparée de mon mari à cause de Hassan s'il n'y avait eu le mouvement nationaliste. Mon attention s'est détournée de ma vie privée pour s'attacher à la cause de mon pays. C'est le mouvement national égyptien qui a permis à mon mari et moi-même de nous rapprocher. » Le déclenchement de la Première Guerre mondiale avait en effet posé la question du statut de l'Égypte. Quand celle-ci prend fin, les Égyptiens irrités par les promesses d'indépendance faites aux Arabes, et réclamant pour leur pays l'application du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes proclamé par le président Wilson, veulent obtenir des Anglais leur propre indépendance. Saad Zaghloul forme une délégation, en arabe Wafd, avec Abdelaziz Fahmy et Ali Sha'rawi. Ils se rendent tous trois auprès du haut-commissaire britannique pour demander la suppression des mesures d'exception, loi martiale, censure de la presse, maintenant que la guerre est finie,
On est le 13 novembre 1910. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.